En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour les amis et bienvenue à vous dans le quart d'heure américain, notre émission hors série en format court consacrée au film Captain Fantastic, un film de Matt Ross sorti en 2016, disponible en visionnage sur Prime Video et en location sur MyCanal. Attention, émission full spoil. Pour parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Joujou. Ça va ? Ouais, nickel. Eh ben, on est très heureux de vous présenter une nouvelle partenaire de jeu qui a rejoint notre équipe, Éléonore. Salut Éléonore. Salut. Enfin une voix féminine. Mathieu, on attendait que ça. Ah bah moi j'étais à 2 doigts de quitter l'émission. C'est vrai. Il y a pas une fille qui nous rejoignait. Trop de testostérone Ah dans ouais, cette non, émission. c'était insupportable, ça puait le mal. C'est vrai. Non, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors bienvenue à toi. Eh ben merci. Ça va, ça te fait plaisir d'avoir rejoint cette équipe et de participer à ton premier numéro. Elle va dire non. Elle va dire non. C'est vrai, question à la con. Je suis ravie. Merci. Bon, parfait. Eh ben, Éléonore, on va compter sur toi pour nous pitcher Captain Fantastic du coup. Avec plaisir. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors Captain Fantastic, avec un titre pareil, on aurait pu croire qu'il s'agit d'un blockbuster américain, Ouais. et en fait, Un gros Marvel. un gros Marvel. Et en fait, non. Pas du tout. La déception. La déception, franchement. Même si j'ai rien contre les Marvel, hein, mais Si, dis-le. il s'agit d'un très joli film plein de poésie, un genre de road movie anticonformiste avec un acteur que j'aime beaucoup, Viggo Mortensen. D'accord. Qui joue le rôle de Ben Cash. Donc pour l'histoire, Ben est un père de famille érudit qui a fait le choix avec sa femme Leslie d'élever leurs 6 enfants en pleine nature dans les forêts du nord-ouest américain, loin de cette société qu'il considère mercantile et capitaliste. Donc on voit la famille qui vit en autosuffisance, leurs journées sont rythmées par un programme bien précis. Ils chassent Ouais, à l'arc. à l'arc Ouais, et j'ai au vu couteau. ça. Et au couteau, ouais. Ils font du sport, ils font des burpees. J'ai essayé de faire ça, moi ça me fatigue. Ça te fatigue pas toi de faire du sport? Ah, mais j'ai abandonné. Oh, bon, les burpees Moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est pas pour moi. et en pleine forêt en plus, alors même pas dans une salle de sport, je les fais pas, alors bon. C'est un genre de trail intensif en mode commando, effectivement. Ouais, non, mais il t'arrive. On n'est pas dans le jugement. Non, Pas du tout. Ils cultivent leur potager et on voit très bien dès le début du film que Ben est en quelque sorte le chef de meute et qu'il a pris le lead de la famille. Donc on se rend compte qu'il y a un réel engagement du rôle parental de la part du père. Le soir, ils discutent mathématiques quantiques au coin du feu. Et le lendemain, c'est footing, donc comme tu le disais, pour tout le monde, puisqu'il revêt aussi la casquette du coach sportif. Et donc ils font du gainage, des sports de combat et même de l'escalade en falaise. Les parents ont voulu créer ce qu'ils appellent leur paradis. Leur but est d'amener leurs enfants à être forts, robustes et devenir des philosophes rois. Donc, ce qui fait référence à la cité idéale de la République de Platon. Il y a une réelle volonté de la part du père de vouloir développer leur regard critique par le biais d'une éducation alternative. Mais est-ce qu'il les met en contradiction avec le vrai monde? Tu vois, enfin, je veux dire, ça. Moi, j'ai l'impression que cette éducation alternative que tu peux donner, que tu souhaites donner à des enfants ou à ta famille, peut effectivement être un bienfait d'un côté, mais aussi peut couper, altérer les relations sociales que tu peux avoir dans le vrai monde, enfin le monde dans lequel on vit actuellement, quoi. Ouais, c'est un choix de mode de vie rousseauiste, tu sais, comme on a pu dire avant. Après, les Américains, ils sont vachement imprégnés de ça aussi. Hein. T'as Henry David Thoreau, qui est un des philosophes et naturalistes américains les plus célèbres et les plus étudiés. Donc, avec son titre le plus connu, Walden ou La vie dans les bois. Et c'est vraiment la grosse influence aussi de cet esprit qu'on peut trouver aux États-Unis et qui est retranscrit dans ce film-là. D'accord, ok. Mais après, c'est un parti pris dans le film qu'il faut accepter aussi dès le départ. Pas tel qui t'est présenté. Oui, et bon, bien sûr. voilà, c'est leur mode de vie, et c'est ce mode de vie marginal qui va amener aussi du coup une certaine incompréhension qui va faire avancer le récit. Exactement. Et donc effectivement, ce paradis, ce cadre idyllique, on le voit qui s'effondre lorsque l'on apprend le suicide de Leslie, la mère de famille, qui était très malade et qui avait été prise en charge depuis plusieurs mois dans un hôpital. Elle est tombée malade à la suite de la naissance d'un de ses enfants, hein, c'est ça hein Qui a développé effectivement une psychose postpartum. D'accord, c'est la naissance de Beau. De Beau. Et son vrai nom c'est Beau Devan. Ah oui, parce qu'en plus ils ont inventé des prénoms. Ouais, ils ont inventé des Pour prénoms. chacun. Les mecs, non, c'est des jusqu'au boutistes. Ouais, ouais. Absolument. Et ouais, cette scène où il rencontre une jeune fille
une jeune fille dans un camping où il dit son prénom et il dit effectivement que ses parents l'ont inventé de toutes pièces pour que ce soit unique. Ils ont inventé les prénoms de chaque enfant. Ouais. Ouais, exactement. Et donc c'est à ce moment-là que le film prend une nouvelle tournure à l'annonce de ce décès, puisque la belle famille de Ben et notamment Jack, le père joué par Frank Langella, qui n'était pas du tout d'accord avec ce mode de vie, le rend responsable de la mort de leur fille unique. Et donc le père de Leslie le menace d'ailleurs de le faire arrêter s'ils viennent aux funérailles. D'accord, ok. Et ça c'est assez intéressant parce que effectivement le grand-père il représente tout ce que eux ils ont rejeté. Ouais, Donc, c'est le capitaliste, voilà, est très bien installé avec sa grande demeure. Mais très rapidement on va quand même se rendre compte que ce paternaliste là il est malheureux. Il les comprend pas, il est dans l'incompréhension et il est aussi dans il est profondément triste, il a perdu sa fille, il voit très peu ses petits-enfants. Donc c'est ça aussi qui crée en fait cet antagonisme-là. Il est, on va dire, il est plutôt bien amené, il est pas bêtement manichéen. Exact. Et donc Ben et ses enfants décident quand même envers et contre tous de se rendre à cette cérémonie religieuse. Et donc il y a une scène mémorable, une scène grandiose avec un ralenti un peu à la Armageddon. On les voit débarquer, pousser la porte d'un grand coup de pied dans l'église. Lors de la cérémonie de funérailles, c'est ça? Lors de la cérémonie de funérailles. Ça fait clairement super-héros. Tout apprêté, un petit peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils sont tous en couleur, ils ont des masques. Et lui, il porte son costume. C'est comme s'il revêtait un costume de super-héros. Ah, c'est son costume rose fuchsia qu'il portait aussi. On le voit au début dans la hutte. Et c'est son costume de mariage aussi. D'accord, ok. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Il a remis son costume de mariage, ouais. Ça. Et donc les enfants sont investis d'une véritable mission, celle de sauver maman. C'est la mission Sauver maman. En lui rendant hommage comme elle le souhaitait. Elle avait effectivement indiqué dans son testament qu'elle souhaitait que son corps soit brûlé comme les traditions bouddhistes, qui était plus une philosophie pour elle qu'une religion. Parce que effectivement, le grand-père voulait une cérémonie classique dans une église, un enterrement, et pas du tout une crémation pour sa fille, quoi. Exactement. Ok. Ouais. Et donc elle souhaitait que ses obsèques soient une célébration du cycle de la vie, avec de la musique et tout ce qui va avec, des gens qui dansent. Il y a une belle scène où effectivement ils arrivent à récupérer le corps et ils le brûlent au bord de l'eau. Ouais. Et que ses cendres soient disséminées c'est son souhait dans un lieu public et de préférence dans les toilettes, dans une cuvette de toilettes publiques. Riche idée. Riche idée, ouais. Ouais, c'est assez joyeux. Ouais. Elle avait le sens de l'humour. Ah, mais c'est sûr, de voir les enfants jeter les cendres de leur mère dans un WC d'aéroport, c'est ça, et tirer la chasse. Non, mais là où justement ils ont été assez malins, c'est de pas rendre cette scène larmoyante. Ouais. Ils l'ont rendu drôle et c'est plutôt bien vu. Exactement. Et elle avait un autre leitmotiv, c'était de se dire qu'on se définit par nos actes et non par nos paroles. Et je pense que les enfants ont bien suivi la chose puisqu'on arrive à cette scène un peu surréaliste où la petite famille se rend sur la tombe toute fraîche afin de déterrer son corps. Et on voit les enfants c'est hallucinant aussi. Hyper motivés et heureux d'avoir réussi la mission. Il y a une phrase de Nai, le cadet, qui dit... qui plante la pelle dans la tombe et qui dit allez on creuse sinon elle va rester sous cette pauvre phrase de merde en parlant de l'épitaphe de la tombe en question. Donc ils sont habités de cette mission là franchement parce que aller sur la tombe de leur mère, déterrer le cercueil, le sortir et puis en plus le voir parce que après ce qui est formellement interdit. C'est une profanation. C'est une profanation, on est d'accord. Dans la vraie, ne faites pas ça. Ne le faites pas. Non, vous le déconseille. Et donc le réalisateur soulève aussi un questionnement, à savoir en réalité qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que ces rites funéraires le sont-ils plus pour la famille ou pour la défunte? Il y a des questionnements qui sont de l'ordre de la métaphysique et qui nous permet d'avoir une certaine prise de recul aussi sur sur le regard que nous avons, le propre regard que nous avons sur la mort et sur le deuil dans notre société. Et donc on peut aussi parler de la confrontation entre les deux mondes. Donc tout ce périple en bus entraîne la confrontation entre le monde un peu utopique et l'autre monde plus moderne, consumériste, puisque la famille a été extirpée de son milieu naturel dans lequel elle vivait depuis 20 ans. Et les enfants âgés de 5 à 20 ans n'ont jamais rien connu d'autre. Ils ne sont jamais sortis de cet environnement, hormis dans leur imaginaire à travers les livres et de ce que leur père avait bien voulu leur Ils ont impliquer. une sacrée instruction, mais qui leur sert à rien
par rapport aux relations sociales qu'ils ouais, peuvent avoir, quoi. Ça, ils se sont à ce point marginalisés qu'au final ils ne connaissent pas le monde dans lequel, enfin, ils ne vivent pas parce que justement ils s'en sont retirés, mais le monde extérieur ils l'ignorent complètement. Donc ils ignorent les codes, ils ignorent les normes, ils ne comprennent rien, ils sont inadaptés au monde socialement de tous. Ouais. Et c'est très bien illustré justement dans la scène où Ben et Bodevan, le fils aîné, se rendent à la boutique du village pour vendre leurs objets faits maison. Et donc là, du coup, il rencontre un groupe de filles qui demande à Bodevan s'il veut rentrer. Et là, il reste muet et il sait pas quoi dire parce qu'il a aucune notion de relation sociale. Ok, je vais vous passer un extrait. Alors parlez. On a tout notre temps. Et quoi, je lui demande ce qu'elle pense du peuple ouvrier, qu'il faut montrer une révolution contre les capitalistes et leur structure étatique. Question génocide, les marxistes n'ont rien à envier aux capitalistes. Ou si elle adhère au matérialisme dialectique et donne la primauté à la lutte des classes. Évite le marxisme. Ou de lui dire que tu es trotskien. Trotskiste. Y a qu'un stalinien pour traiter un trotskiste de trotskien. Et puis je suis plus trotskiste, je te rappelle. Je suis maoïste. C'est vrai. J'avais oublié, désolé. Et voilà. C'est effectivement un dialogue un peu piquant entre le père et le fils, mais on voit qu'il arrive plus à parler des différences entre le maoïsme, le trotskiste et le marxisme, tout ça. Plutôt que de dire ouais ok je veux bien rentrer dans la boutique, merci quoi. C'est assez flagrant. Et il y a un autre exemple aussi, la scène de la piscine dont tu parlais tout à l'heure, quand il discute avec cette fille qu'il a rencontrée au camping. Il y a un moment où il parle de leur centre d'intérêt, puis il fabule un peu en disant ouais moi je viens de Paris avec ma famille, ma mère est agent secret, je peux pas trop en parler. Et mon père en fait il écrit un bouquin en ce moment sur le docteur Spock. Et donc t'as la jeune fille qui lui répond ah mais ouais Spock, moi j'adore Star Trek. Puis lui il répond mais c'est qui cette star? Ouais, c'est plutôt marrant, effectivement, comme échange. Il le dit d'une façon très naïve, et en fait, effectivement, il fait pas référence au mi-vulcain, mi-humain aux grandes oreilles, mais à Benjamin Spock, le pédiatre américain qui a écrit un livre sur la révolution éducative bienveillante, et du coup, effectivement, la fille lui dit, mais d'où tu sors, toi? Ouais, c'est compliqué. C'est moins qu'on puisse dire, c'est compliqué. Après ils sont perclus de références et surtout de références libertaires, anarchistes, communistes. Et très souvent ils évoquent Noam Chomsky, qui est le grand linguiste et penseur socialiste libertaire américain. Mais c'est ça qui est assez surprenant parce que faut quand même se dire c'est un film américain. Donc les Américains faut se rendre compte que socialiste c'est un gros mot. Non, mais vraiment. Donc du coup, quand ils évoquent Noam Chomsky ou même comme je disais tout à l'heure, Henri David Thoreau, même si ce sont des penseurs qui sont étudiés à travers le monde et aux États-Unis, ça détonne beaucoup dans le paysage américain et même au cinéma. Après, moi, le film est beau. C'est un beau film. Il est très poétique. Il y a plein de poésie. Il y a quelques petites facilités, tu vois, scénaristiques. Eleanor me disait, c'est en off tout à l'heure, donc effectivement ils ont passé 20 ans en forêt. Donc ce sont, je veux dire, ils sont affirmés, ils sont convaincus de ce qu'ils font. Tu vois, donc quand tu passes 20 ans comme ça en pleine nature, c'est que c'est ton mode de vie que tu as choisi. Et pourtant il y a une espèce de retournement, tu vois, de situation qui fait que le père là joué par Viggo Mortensen, tout d'un coup il dit ok j'accepte, je me rends compte, je vais faire des concessions, alors que jusqu'à présent, c'était... Mais je trouve ça très beau, en fait, ce moment-là où le père se rend compte qu'il faut faire des concessions pour que ses enfants soient heureux et qu'ils s'adaptent à la vie actuelle. Mais ça te surprend pas qu'avant ça, sa femme étant déjà malade depuis longtemps, il n'avait pas fait ses concessions. C'est que maintenant... Mais c'est parfois dans le jusqu'au boutisme de ces pratiques-là, parfois. Justement, je trouve que le retournement, il est trop simpliste, la manière dont il est amené, tu vois. C'est aussi une volonté de sa femme, et elle disait dans son testament qu'elle irait mieux. S'il continue à vivre... Ouais, ok. Ouais, et pourtant, sa femme a aussi, si je me souviens bien, accompagné son fils, tu vois, pour les inscriptions à l'université. Donc ça, c'est aussi, ça met un petit peu en porte-à-faux, tu vois, toute cette logique-là. Bon, bref, après, c'est un beau film. Je trouve que des fois, ça pêche un petit peu par naïveté, mais c'est quand même hyper intéressant, surtout en se disant, c'est un film américain. Parce qu'on a eu une version, je sais plus du titre, je crois que c'est Cédric Kahn qui a réalisé il y a quelques années une version française, bien avant ce film-là, sur un mode de vie comme ça, marginal, en pleine nature, qui était aussi intéressant, qui était plus, par contre, un peu plus dramatique. Mais il n'empêche, c'est un beau film. Mais et ce qui est chouette, c'est que c'est des thématiques
pas forcément exploité au cinéma. Non, Oui. c'est En peu. 2016. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce film-là, c'est que il traite d'un sujet qui est, moi j'ai pas beaucoup vu de films comme, à part le film dont tu parlais tout à l'heure, mais il y a pas grand chose. Non, après, ce qui reste le classique, c'est la confrontation. Tu vois, peu importe. Eux, effectivement, la thématique, c'est on est en pleine nature, on a un mode de vie particulier. Mais pour créer en fait une dramaturgie, C'est la confrontation entre les deux. Voilà, qu'il y ait des protagonistes et des antagonistes. Là, effectivement, ils sont partis sur ce prisme, tu vois, de vie dans la nature, dans un mouvement un peu libertaire, qui est plutôt chouette. Voilà, ça peut faire quand même référence à un certain esprit du cinéma qu'on pouvait trouver fin des années 60, tu vois, dans tout ce dans ce courant hippie. Mais après, le film est chouette. En plus, il est porté par Viggo Mortensen, qui est hyper charismatique. Les enfants aussi. Les enfants sont extraordinaires bien aussi, ouais. Et puis il y a une bande son. Enfin, je sais pas si on peut parler un peu de la bande son, mais je trouve que cette musique-là, elle porte le film. Effectivement, le film est rythmé par une bande son très efficace qui a tendance à bien sublimer les scènes et qui c'est presque un peu palpable, notamment lors de la scène des funérailles, lorsque les différents enfants se mettent à chanter pour rendre hommage à leur mère. Ils sont inspirés donc du titre Sweet Child O' Mine des Guns, et il y a également beaucoup de musique, des variations de Goldberg, de Bach aussi, interprétées par Glenn Gould. D'accord. Ouais, qui est souvent rappelé au courant du film, c'est une de leurs références. C'est vrai qu'il y a cet esprit aussi, un peu folk et tout. Mais moi, je trouve, alors, très honnêtement, moi, je suis très client de ce genre de musique, mais par moments, elle est un peu trop illustrative. Tu vois, c'est la musique un peu performative qui dit, voilà, on vous montre et on vous illustre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais après, là, c'est pour pinailler un petit peu, parce que c'est joli. Vraiment, c'est un agréable moment. Il y a encore une belle scène dont on voulait parler, on voulait vous la présenter, enfin vous la faire écouter. C'est la scène quasiment de la fin du film où le papa et les enfants accompagnent le grand Bo Devan. Bo. Qui incarne un peu la figure, la volonté d'émancipation vis-à-vis du père et tout ce qui va avec. Ouais, volonté qu'il avait déjà émis pendant le film lors d'une... Quel traître. Traître à la cause. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc il l'accompagne à l'aéroport parce que je crois qu'il va en Namibie, je crois. Il va en Namibie pour ses études à l'université. Et donc il le laisse et puis... donc, ça a été choisi de manière complètement arbitraire, non, c'est pas ça? Il a choisi ce pays-là. Il a mis le doigt sur la carte. Sur la carte, par hasard. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, le papa donne des conseils à son fils avant de le laisser partir vivre sa vie. Quand tu couches avec une femme, sois tendre. Et à l'écoute. Montre-lui respect et considération, même si t'es pas amoureux. Je sais. Dis toujours la vérité. Ne cède pas à la facilité. Je sais. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Savoure-le. Sois audacieux, n'aie pas peur, mais savoure-le. La vie est courte. Je sais. Ne meurs pas. Promis. Et voilà, la dernière scène qu'on voulait vous présenter avant de vous laisser. En tout cas, merci Éléonore, merci d'avoir participé à ta toute première intervention Avec grand plaisir. Dans le quart d'heure américain. J'espère que tu as pris du plaisir. Nous, Absolument. on a pris du plaisir à t'écouter. Et merci Mathieu d'avoir partagé ton avis sur le film, qui est toujours un avis très intéressant, très instructif. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Je vais pas toutes les refaire, mais elles sont quasi... Si, refais-les. non. Refais-les, les gens demandent. Vas-y, une hola. Allez, Mac. Donnez-moi un M, donnez-moi un I. Ouais, bon, on vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook de La Nuit Américaine, sur Twitter et sur Instagram. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine émission du quart d'heure américain ou un format long de La Nuit Américaine, on vous souhaite bonne continuation et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.